C'est l'un des pionniers français de la thérapie génique. On le surnomme aussi le médecin des bébés bulles, allusion à ces enfants obligés de vivre dans un environnement totalement stérile. Son équipe de l'hôpital Necker Enfants Malades a réussi à les soigner. Bonsoir Alain Fischer. Bonsoir. Vous êtes aussi professeur au Collège de France, titulaire de la chaire médecine expérimentale et directeur de l'Institut Imagine. Merci vraiment d'être le premier grand témoin de cette année 2019 dans 64 minutes. Alors, je vais revenir à cette appellation, ce surnom de bébé bulle. Vous dites que maintenant, il n'a plus lieu d'être en fait. Pourquoi ? Alors bébé bulle, ça signifie simplement le fait que les enfants étaient le temps d'un traitement protégé des microbes, puisque ce sont des enfants très fragiles dont les défenses immunitaires sont très modestes, et donc une enceinte stérile transparente, donc l'image de la bulle, était leur mode de vie pendant quelques mois, le temps de reconstituer leur défense immunitaire. Aujourd'hui, en fait, il existe des systèmes plus pratiques de protection qui n'impliquent pas ces bulles, qui étaient, en termes d'image, presque de fantasmes, étaient parlantes, mais n'étaient pas très pratiques à utiliser. Je pense aux infirmières, aux soignants qui étaient autour de l'enfant. Mais à l'époque, vous étiez donc pionnier dans cette thérapie génique. Pourquoi vous avez choisi cette voie-là ? En fait, je suis pédiatre de formation, mais j'ai toujours souhaité mener en parallèle à mon activité médicale une activité de recherche, tout simplement pour essayer le mieux possible de comprendre les causes des maladies des patients, des enfants en l'occurrence, qui souffraient de maladies du système immunitaire, donc avec des défenses amoindries à l'égard des infections. Et donc, je me suis engagé par rencontre, parce que j'ai rencontré, quand j'étais jeune et interne, un médecin qui s'appelle Claude Griselli, qui avait débuté ses activités en France. Ce domaine m'a séduit à la fois sur le plan humain, le contact d'enfants en situation difficile, et par les questions scientifiques sous-jacentes posées, qui restent encore, je dois dire, assez gigantesques. Alors, expliquez-nous comment vous procédez. Comment vous faites la thérapie génique? Comment ça fonctionne? On touche effectivement aux gènes. Comment vous faites? Les gènes sur le plan chimique, physique, ce sont des molécules d'ADN, d'acide désoxyribonucléique, que l'on peut utiliser, manipuler au laboratoire, modifier, à vrai dire, assez simplement, même si cela peut paraître peut-être un petit peu difficile à percevoir pour quelqu'un qui n'a jamais été dans un laboratoire. Mais en fait, c'est assez simple. On l'isole facilement, on le modifie, on le synthétise. Donc le principe de la thérapie génique est extrêmement simple, à vrai dire. Il consiste à introduire au sein des cellules des malades, et dans le cas des pathologies qui nous préoccupent, il s'agit de prendre les cellules de la moelle osseuse, donc celles qui donnent naissance aux cellules de sang, de les amener au laboratoire, et au laboratoire de les infecter, réellement, les infecter avec un virus, mais un virus qui est inoffensif, mais qui permet de faire pénétrer l'ADN thérapeutique, qui permet de fabriquer la protéine qui est déficiente chez ces enfants, donc de faire entrer dans les cellules, que ce matériel génétique puisse y rester. Il y a des façons de faire qui permettent que ce matériel génétique persiste dans les cellules au fil de leur vie, et donc ces cellules sont réinjectées à l'enfant. Donc c'est le principe d'une greffe de moelle osseuse, comme cela se fait pour beaucoup de maladies, mais on utilise les propres cellules de l'enfant et non pas les cellules de quelqu'un d'autre. Et donc c'est important d'avoir les bons vecteurs pour pouvoir justement amener ces nouvelles cellules. Comment vous les choisissez, ces vecteurs? Est-ce qu'il y a des risques? Alors ces vecteurs se sont développés au cours des 30-40 dernières années. C'est le travail d'un très grand nombre d'équipes de recherche de par le monde, à partir de travaux très fondamentaux dans le domaine de la biologie moléculaire et de la virologie, de la connaissance de certains virus particuliers que l'on appelle les rétrovirus, dont le virus de sida, HIV. À vrai dire, aujourd'hui, le vecteur viral qui est utilisé le plus communément, en tous les cas lorsque l'on cherche à effectuer une thérapie génique qui considère les cellules du sang, c'est le virus HIV modifié, décortiqué, rendu inoffensif, qui est utilisé parce qu'il possède des propriétés très intéressantes qui, en gros, la propriété la plus importante est le fait que son matériel génétique s'intègre dans le génome de la cellule. Donc ensuite, il est caché dans le génome de la cellule, ce qui peut être embêtant lorsqu'il s'agit d'une infection. Mais là, ce n'est pas une infection par un virus complet, c'est simplement quelques éléments du virus. Et cela permet de faire fabriquer de façon continue, pendant potentiellement des dizaines d'années, la protéine thérapeutique. D'accord, ça fait un peu comme le même effet qu'avec le vaccin. Enfin, c'est-à-dire que ce qui peut causer du mal, vous utilisez quelque chose qui pourrait apparaître comme nocif, oui, mais qui ne l'est pas. Oui, l'image a quelque chose de juste, mais ce sont deux domaines très différents. Oui. Donc, et est-ce qu'il y a des risques quand même qui sont liés à ces vecteurs, à ces virus que vous retravaillez, si j'ose m'exprimer ainsi? Oui, absolument. Ce sont des virus qui sont modifiés au laboratoire et de façon considérable, à vrai dire. Alors, en médecine, malheureusement, il n'y a pas de progrès sans risque, et il peut y avoir des complications. Dans l'histoire du développement de la thérapie génique, que nous avons commencé sur le plan du traitement des malades il y a une vingtaine d'années maintenant,
les premiers vecteurs qui ont été utilisés, donc tout début des années 2000, par nous et quelques autres équipes dans le monde, ont induit des événements en gros de cancer, donc chez quelques malades, même si c'est un petit nombre de malades, c'est évidemment inacceptable. Et donc ce qui a entraîné eh bien, finalement une seconde étape, qui était évidemment de réfléchir et de comprendre pourquoi, alors que cela était relativement inattendu, ces vecteurs provoquaient ce type de cancer, de les modifier de telle manière qu'ils ne produisent plus ces cancers, ce qui a été fait au cours des années. Et aujourd'hui, on peut espérer que les virus modifiés de énième génération, si on veut, d'aller deuxième génération, troisième, on peut en discuter, qui sont utilisés pour traiter ces patients et également utilisés pour traiter d'autres maladies, paraissent, autant qu'on puisse le dire, avec précaution, parce qu'évidemment, il faut attendre, avoir beaucoup plus de recul, mais être sûr et ne plus provoquer ce type de complications. D'autres types de virus qui sont utilisés pour d'autres thérapies géniques, par exemple, posent des problèmes d'immunisation. Vous parlez de vaccination, ils déclenchent une réponse immune contre le virus, ce qui est assez logique, et ce qui peut annihiler l'effet de la thérapie génique. Donc les chercheurs ont trouvé des astuces, là aussi, qui marchent parfois, pas toujours, qui permettent au moins d'atténuer ces réponses immunitaires et faire que la thérapie génique garde une certaine efficacité. Alors la recherche avance. Est-ce que selon vous, l'une des plus grandes trouvailles, découvertes, l'une des plus importantes, reste ce fameux CRISPR-Cas9, si je prononce bien, c'est-à-dire c'est vraiment ces ciseaux moléculaires. Est-ce que ça a changé la donne ? Alors, ces ciseaux moléculaires, il faut comprendre qu'ils ont, premièrement, été découverts de façon complètement fortuite par des chercheurs qui s'intéressaient à des mécanismes de défense des bactéries contre les virus. Ce qui en soi, c'est intéressant que les personnes aient conscience de cela, parce que c'est un magnifique exemple d'une recherche qui était on ne peut plus fondamentale et qui se trouve aujourd'hui avoir des applications, parce que certains des chercheurs, dont Emmanuelle Charpentier, qui est une femme remarquable scientifique française, et une américaine qui s'appelle Jennifer Doudna, ont compris que ce système, on pouvait le modifier là aussi, relativement facilement au laboratoire, de telle manière qu'il serve à donc manipuler faire une forme d'ingénierie du génome, enlever des morceaux, inactiver, en rajouter, etc. Et dans les laboratoires de biologie du monde entier aujourd'hui, c'est devenu un outil de routine pour mener des expériences scientifiques. Et puis l'espoir, ce n'est pas encore une certitude, il y a encore des questions à résoudre, l'espoir est que cette technologie permette aussi de développer une autre forme de thérapie génique, mais aussi dans un domaine qui n'a rien à voir et qui est un tout petit peu, parfois malheureusement à mon sens controversé, modifier par exemple des insectes vecteurs de maladies aussi graves que la fièvre jaune ou le paludisme, peut-être qui permettront de limiter la transmission de ces maladies infectieuses. Donc vous voyez, les applications potentielles, même si elles ne sont pas effectives aujourd'hui, sont larges. Mais alors justement, on en a beaucoup parlé de ces ciseaux moléculaires dernièrement avec la naissance des bébés OGM, c'est comme ça qu'on les surnomme, Lulu et Nana en Chine. Là, ce chercheur chinois, il a vraiment franchi la ligne rouge, c'est ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui ? C'est malheureusement l'exemple le plus fort que l'on puisse imaginer de mauvaise science. Mauvaise science sur le plan scientifique, donc stricto sensu, et aussi qui échappe aux règles de l'éthique. Mauvaise science parce que le prétexte, parce que je crois qu'on peut dire les choses ainsi, qu'a pris ce chercheur pour mener cette expérience était de protéger, soi-disant, des enfants du risque de transmission du virus de sida dont était infecté le père. Mais il y a des techniques aujourd'hui, des méthodes beaucoup plus simples, avérées, qui permettent d'éviter qu'un enfant soit atteint de l'infection par le virus du sida lorsque ses parents en sont porteurs. Donc le prétexte initial n'a juste aucun sens. Et ensuite, la technologie n'est pas tout à fait opérationnelle. Et donc l'éthique, d'abord, mener une expérience à partir d'une raison médicale qui n'est pas justifiée, déjà détruit le projet. Et ensuite, toute une série d'autres facteurs n'ont pas été considérés. Et en particulier, un point très important, c'est qu'à partir du moment où ces bébés ont eu leur génome modifié, ceci est inscrit dans leur patrimoine génétique et sera transmis à leurs enfants. Donc si éventuellement une erreur a été commise quelque part, espérons que non, celle-ci sera transmise. Oui, c'est toujours cette nécessité du recul, vous l'avez dit, il y a beaucoup de débats éthiques, notamment sur les cellules souches. Alors là, quel est votre point de vue ? C'est en soi un grand sujet. Les cellules souches, d'abord, c'est un sujet scientifique d'intérêt majeur de comprendre ce que sont ces cellules souches, comment elles fonctionnent, de les identifier, et elles existent dans tout le monde du vivant par définition. Elles sont très différentes en fonction des systèmes biologiques. Par exemple, les cellules souches de mon domaine, c'est-à-dire celles qui donnent naissance aux globules blancs, n'ont rien à voir, par exemple, les cellules souches qui donnent naissance tous les jours aux cellules de l'intestin, qui ont des caractéristiques très très différentes. Donc c'est très important de comprendre le fonctionnement biologique normal de ces cellules et éventuellement d'envisager de les utiliser en thérapeutique. Alors je pense que votre question fait référence aux cellules souches embryonnaires et aux cellules souches qui sont dérivées
à partir de cellules de la peau, par exemple, ce qu'on appelle en cellules souches pluripotentes. Oui, Ce sont les équivalents de cellules même, souches embryonnaires, donc ce sont des choses très différentes. Mais les cellules souches embryonnaires sont encore parfois l'objet de débats éthiques parce qu'elles proviennent d'embryons, mais la situation est, je crois, en tous les cas tranchée dans notre pays, et heureusement, on peut faire de la recherche, et c'est légitime à partir de ces cellules. Alors justement, j'ai quand même une question, il faut que je vous pose cette question. Cette thérapie génique, elle peut permettre de soigner maintenant des cancers, la cécité. Quels sont les champs des possibles ? Progressivement, en médecine, un certain nombre d'applications sont apparues, donc les choses ont commencé à être effectives il y a une vingtaine d'années maintenant. Il y a 12 maladies génétiques, c'est encore très peu, mais en termes de recherche, d'efforts considérables qui ont été derrière ces projets, cela est vraiment notable. 12 maladies génétiques pour lesquelles ont été apportées des évidences sérieuses de progrès et d'amélioration de l'état de patients, que ce soit de maladies du sang, de maladies de l'œil, vous avez fait allusion, de maladies neuromusculaires maintenant également, de l'hémophilie. Donc ceci est vraiment une ouverture, même si on est encore loin de traiter un très grand nombre de maladies. De toute façon, la thérapie génique ne traitera pas toutes les maladies, cela n'aurait aucun sens. Et puis dans le domaine du cancer, un développement récent très intéressant, ce sont de modifier en utilisant les mêmes virus de ceux dont on a parlé tout à l'heure, les globules blancs d'une personne qui est atteinte d'une certaine forme de cancer, qu'on appelle des leucémies, des lymphocytes B, de telle manière que ces lymphocytes soient capables, les propres lymphocytes du malade, de tuer effectivement, avec efficacité, donc, les cellules cancéreuses, et des progrès très très notables ont été accomplis dans ce domaine au cours de ces dernières années. Merci beaucoup Alain Fischer d'avoir été notre invité en ce 1er janvier 2019. Alors, vous allez donc donner vos cours au Collège de France. Le prochain s'intitule « Inflammation et médecine moléculaire ». Ce sera à partir du 1er avril, ce n'est pas une plaisanterie. Voilà, et les cours qu'on peut retrouver sur le site du Collège de France, puisque nous sommes regardés à travers le monde, donc n'hésitez pas. C'est passionnant. Merci encore d'être venu nous expliquer ce qui parfois n'est pas toujours très simple à comprendre. Merci.